rapporter un petit peu ce qu'ils ont fait. Je vois plus non plus Laura et ah si, voilà. Je vais commencer par l'atelier dynamique familiale que j'ai animé avec Madame Aubry. C'est un atelier, alors j'ai pas ramené notre paperboard, mais c'était un atelier donc autour de la dynamique familiale. On s'est présenté, et on a évoqué ce que représentait la dynamique familiale et surtout le poids de la maladie dans cette dynamique familiale au travers de cartes représentant des pierres de différentes tailles, de différentes formes, de différentes couleurs. Et on a échangé autour de cela. Et ce qu'il en est ressorti, c'est l'irruption de la maladie extrêmement soudaine, extrêmement percutante, qui explose, qui casse tout. Et d'un autre côté, par la suite, c'est le renforcement, la consolidation que cela pouvait créer au sein de la famille. Donc il y avait vraiment cette notion de force dans les deux sens, et avec le caractère évolutif et très personnalisé en fait de ces interactions. Donc c'était un moment riche d'échanges, je trouvais. Et je remercie les participants de cet atelier de l'avoir fait avec nous. Voilà pour la dynamique familiale. Nous, on va le faire à 4, je pense. Ou pas? Non, on va pas le faire à 4. Donc, on le fait à 2. Donc, nous, on était l'atelier fatigue chronique. Et du coup, on avait le but de devoir avoir un niveau de fatigue exprimé par les patients. Donc, en rouge par les patients et en bleu par les accompagnants. Et on voit que la fatigue chronique dans les tubulopathies elle reste quand même assez élevée, à un 6-7. Et que finalement, les accompagnants et les aidants, ils étaient globalement à peu près pareils que les patients. Ce que j'ai trouvé intéressant, non. Ce que j'ai trouvé intéressant en tant que patient, c'est aussi pouvoir exprimer le fait que cette fatigabilité, elle était très variable dans une journée, dans une année, dans tous les moments de la vie, et que quand même, on était en tant que patient dans une vision à peu près, et patient aidant dans une vision à peu près identique. Mais on a quand même eu un patient un aidant qui était très bienveillant en ce qui nous concerne. Là, on a distingué la fatigue physiologique de la fatigue chronique. Donc la fatigue physiologique qu'on appelle fatigue normale, qui quand on fait une activité très intense ou intellectuelle ou physique, on se retrouve fatigué. Et ce que c'est que la maladie, la fatigue chronique, qui est anormale puisqu'elle est liée à la maladie. Donc du coup, ce qui est sorti, surtout sur la fatigue chronique, parce que la fatigue physiologique, on va pas trop en parler, c'est ça m'empêche d'être libre de faire ce que je veux quand je veux. Ça me rend plutôt triste, c'est une charge mentale de devoir m'organiser, je culpabilise, ça limite mes projets, je perds ma liberté, c'est un combat quotidien. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont pas mal ressorties. Et que les post-it jaunes, c'est les aidants, et puis les post-it roses, c'est les patients. Donc on voit que finalement, on est plutôt d'accord. Et puis la dernière chose, ça a été quels sont les trucs et astuces que font les patients pour essayer de lutter ou de gérer cette fatigue un peu chronique. Et donc, c'est d'accepter la maladie, ça en fait partie, pouvoir faire des choix dans la journée. On arrive avec une batterie, et puis on a un niveau de batterie qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barres. Et puis en fonction de quand est-ce qu'on démarre avec notre niveau de batterie, on va organiser notre journée pour pouvoir l'optimiser au mieux, faire ce tour des choses qui nous font plaisir, mais tout en s'écoutant soi, et puis se dire que je me connais, d'accord, c'est pas les autres qui vont me dire quel niveau de fatigue j'ai, donc je sais ce que j'ai comme niveau de fatigue et ce que je peux faire, donc se faire confiance, être compris, être soutenu par son entourage, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti. Pouvoir le verbaliser, ça peut aussi aider pour pouvoir que l'entourage s'adapte aussi à nous, et nous on s'adapte à notre entourage, et puis accepter d'être aidé, parce que la fatigue chronique et la maladie chronique, c'est aussi accepter d'être aidé, mais tout en continuant à avoir une vraie fatigue physique qui va bien nous faire plaisir, malgré la fatigue chronique qui vient s'impacter. Et puis pouvoir aussi avoir une sorte de rituel d'organisation pour gérer la fatigue au quotidien. Ça aussi, c'était quelque chose qui ressortait. Vous voulez ajouter quelque chose? Je vous remercie beaucoup, le groupe qui était là, pour l'expression que vous avez eue. C'était une vraie richesse. Et on se rend compte que plus on en parle, plus ça va mieux. Moins on est fatigué.
Donc nous, on est le second groupe qui avons travaillé sur la fatigue chronique également. Donc moi, je suis maman d'un petit garçon qui a le syndrome de Bartter, donc je suis là plutôt en tant qu'aidante et non patiente. En fait, globalement, on a fait la même chose que le groupe précédent. En vous écoutant, on s'est rendu compte qu'on avait abordé les mêmes points. Déjà, voilà, on a essayé de balayer un petit peu les impacts de la fatigue chronique, de se dire déjà d'avoir bien en tête que, en plus de la fatigue chronique pathologique qui est liée à la maladie, s'ajoute à ça, chez les patients, la fatigue ordinaire que tout le monde a liée à la vie quotidienne. Se dire aussi que, la maladie et la fatigue, ça peut provoquer, de l'isolement puisqu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire en tant que patient, que vous ne vous autorisez pas à faire parce que vous êtes fatigué. Par exemple, ne pas pouvoir participer à certaines activités, à certaines sorties. On parlait, par exemple, des soirées entre amis ou autres. On a évoqué également les impacts sur la sexualité pour, les jeunes adultes ou, adultes, plus avancés. Je sais. Pardon. Les majeurs, en tout cas. Euh, et puis, la nécessité d'anticiper, d'organiser la prise de médicaments, toujours avoir ça en tête, quel que soit ce qu'on fait, où on va. On a parlé de cette phase aussi d'acceptation de la maladie, une phase entre guillemets de deuil de la vie d'avant quand on découvre plus tard qu'on est malade ou qu'on a un problème à un instant T. Et s'adapter à soi, s'écouter, c'est surtout ce qui est le plus important. L'impact sur la scolarité, sur le travail, et on a essayé de répertorier un petit peu toutes les choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour pallier à ça. Donc, pour la scolarité, les PAI, donc les protocoles d'accueil individuel, les tiers-temps, donc les temps supplémentaires pendant les examens pour pouvoir laisser du temps aux patients de finir un examen. Et pour le travail, le télétravail, le mi-temps thérapeutique. Et ce qu'on s'est dit en conclusion, c'est que le plus important, c'était de faire reconnaître sa maladie et d'oser en parler, au moins à l'équipe éducative pour les enfants ou à l'employeur pour les adultes. L'évoquer aussi avec la médecine du travail via la RQTH. Et ça nous paraissait le plus important. Merci. Merci beaucoup. Donc nous, on a animé l'atelier donc sur la diététique. Donc dans un premier temps, on a identifié quelles sont les familles d'aliments et à l'aide d'un quiz, on a pu identifier dans ces familles d'aliments quelles étaient les sources de potassium, magnésium, sodium. On a également évoqué après rapidement d'autres minéraux comme le calcium ou le phosphate et le bicarbonate. Et après, du coup, on a fait un gros point sur l'hydratation, avec notamment les astuces pour bien s'hydrater du coup dans la journée. Donc, on a notamment parlé des applications pour trouver facilement les toilettes publiques, les applications qui peuvent envoyer des notifications aussi pour bien se rappeler à boire. Et on a aussi évoqué les rituels pour essayer de bien s'hydrater du coup dans la journée. Et on a fini du coup avec un petit atelier avec différents contenants, des bols, des tasses, des verres et essayer de deviner un petit peu quel était le contenant de chaque tasse, verre et bol et voir que en fonction notre perception n'était pas toujours la bonne au niveau des volumes. Voilà.